C'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre du masque un peu, de devoir se montrer très rassurante une fois que tu es dans un vol, alors que peut-être qu'à l'intérieur tu es complètement détruite, de solitude, d'être trimballée d'hôtel en hôtel, de faire fantasmer les autres alors que t'es pas forcément dans une bonne période de ta vie. Et c'est vrai que ça a à voir avec le métier d'acteur. Je suis ravi de vous rencontrer, Adèle, Moi aussi. à l'occasion d'un film qu'on aime beaucoup à Télérama, Rien à foutre, d'Emmanuel Mar et Julie Lecoustre. C'est un portrait d'une jeune hôtesse de l'air pour une compagnie low cost. Un portrait qui décrit à la fois des conditions de travail assez fatigantes, beaucoup plus stressantes et contraignantes qu'on ne le croit, qui décrit aussi les états d'âme de cette jeune femme qui est peut-être à un moment un peu charnière ou carrefour de son existence. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, elle est un peu facile mais elle est tentante, c'est par rapport à ce métier d'hôtesse de l'air, est-ce que vous êtes comme Jacques Dutronc, est-ce que vous avez rêvé d'être hôtesse de l'air dans votre enfance ou pas du tout? Alors j'ai jamais eu ce fantasme-là, même si comme tout le monde j'ai eu une intrigue à fantasmer justement leur vie, leurs conditions de travail. Ce qui est super avec le cinéma, c'est que c'est un grand terrain de jeu qui nous apprend tellement de choses et de façon assez incongrue. D'un coup, on se retrouve à faire une formation d'hôtesse de l'air, à prendre des vols, 4 vols par jour, à les suivre. Et je me suis confrontée à ce métier un peu comme mon personnage s'y confronte, c'est-à-dire avec beaucoup de fantasmes et de préjugés. Et elle intègre mon personnage une compagnie low cost. Et j'ai complètement découvert un monde et un métier que je ne connaissais pas, que ce soit les rituels, l'uniforme, physiquement, que ce soit la pression des ventes, les conditions de travail, le fait de dépendre à chaque fois d'un emploi du temps complètement nouveau sans jamais vraiment se projeter, d'être vraiment dans un quotidien dans les nuages où tu as plus du tout de prise sur ton présent. Et je pense que ce qui a été pour moi, en tout cas, la clé au-delà de la technique et de tout ce que m'a appris cette formation, un jour, je sais qu'on était dans un avion, parce qu'on était vraiment dans des conditions de vol, et avant de décoller, il y a la directrice de mon fils qui m'a appelé. Et ils appellent rarement quand c'est positif, donc je me dis, aïe, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai pas pu répondre parce qu'on décollait. Et je me suis dit, ok, là, pendant 3 heures, je saurais pas ce qui se passe pour mon fils, et surtout, je ne pourrais rien faire. Et il y avait une énorme frustration, voire angoisse, et en même temps, à côté de ça, il fallait que je joue ce rôle très rassurant d'hôtesse de l'air qui propose à boire, à manger, qui fait en sorte que chacun affronte sa peur un peu de la mort, hein, parce que dans les avions, il y a aussi des humains très angoissés parfois. Donc ça m'a autant appris que la formation, mais non, j'ai jamais rêvé d'être hôtesse de l'air. Susanna? Silvia? Yes. Can you please finish the turnaround checks? Yes, I mean, we don't have much time, okay? Here is the rubbish, just pass through the cabin with the rubbish, collect everything. Okay? Thank you very much. Ariane 7 minutes, passenger almost here. Where did you find this? 16. Il y a un truc intéressant aussi par rapport peut-être à ce personnage qui peut-être qui incarne peut-être une génération, ou en tout cas, le film, on a l'impression de décrire un espèce d'état de solitude qu'on peut dire un peu ultra-contemporaine. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose d'assez emblématique, non? Vous êtes d'accord? Ouais, je suis d'accord, je trouve que ça reflète une jeunesse contemporaine qui peut-être a plus conscience de la mort et de l'histoire qu'avant, donc qui essaye de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, mais en même temps qui a besoin de racines, qui a besoin d'amour, qui a besoin d'objectifs, et cette forme de chute en fait dans un monde qui est en même temps plein de fantasmes, d'illusions. Dans le film, ça parle du manque d'amour, mais ça parle aussi, sans en parler, c'est là où je trouve ça intelligent, des écrans, des réseaux, de la posture, du paraître. Et c'est clair que ça, pour moi, en tout cas à mon sens, ça reflète une grande partie de notre génération. Oui, parce elle est sur Tinder, on peut le dire, Ouais. elle se branche des mecs, donc elle a des relations en même temps, elle n'a pas le temps de s'attacher vraiment aux gens, Ouais. c'est un peu le... Bah ouais, c'est le ce que, problème. en tout cas à mon sens, je trouve extrêmement triste, mais en même temps qui raconte quelque chose d'aujourd'hui que beaucoup de gens pratiquent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une manière de consommer tout
qui est quand même assez vertigineux, c'est-à-dire qu'on consomme les sentiments, les humains, le physique, d'une manière très... Enfin, rien que le geste, en fait, de dire non, toi, je te veux pas. Enfin, j'ai découvert Tinder grâce à ce film qui est assez incroyable, enfin, presque absurde, et en même temps omniprésente aujourd'hui. Et cette manière de surconsommer tout, même les humains et les émotions, c'est je pense, la clé du film et encore une fois le reflet de quelque chose de très contemporain. Moi, je suis certain que si on ne fait rien, ça va être de pire en pire dans cette compagnie. Oui, mais bon, après, je sais pas, moi, je crois pas trop au changement. Quoi qu'il arrive, si on n'a pas le même âge, on ne va peut-être pas faire les mêmes sacrifices ou j'en sais rien. Pas trop au changement, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que là, j'ai un vol et que j'aimerais bien aller le prendre. Oui, mais pour l'avenir. Pour l'avenir, je sais même pas si je vais être vivante demain, donc là, je veux juste rentrer dans mon vol, en fait. Ah, il y a un truc qui est très bien dans le film aussi, je trouve, c'est le parallèle entre ce métier d'hôtesse de l'air et puis aussi plusieurs castings ou entretiens qu'elle passe, enfin, qui font penser au casting des actrices, quoi. C'est-à-dire qu'il y a aussi une actrice qui est en train de se montrer ou de se représenter ou de se vendre en quelque sorte. Moi, je trouve que j'ai fait le rapprochement en voyant le film. J'en avais pas forcément conscience sur le tournage parce que c'était un tournage fait dans certaines conditions, un peu à l'arrache, tourné parfois à l'iPhone, parfois à la caméra. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre du masque un peu, de devoir se montrer très rassurante une fois que tu es dans un vol, alors que peut-être qu'à l'intérieur, tu es complètement détruite. De solitude, d'être trimballée d'hôtel en hôtel, de faire fantasmer les autres alors que tu n'es pas forcément dans une bonne période de ta vie. Et c'est vrai que ça a à voir avec le métier d'acteur parce que c'est de l'image, parce qu'autour je pense, des acteurs et des actrices, il y a une forme de fantasme dans la promotion, dans les couvertures, dans ce qu'on porte, dans déjà juste le fait qu'on nous donne la parole. Et oui, il y a complètement un parallèle. Il y a une séquence que je trouve vraiment très forte. C'est justement, je pense, un plan séquence qui doit bien durer 30 ou 40 secondes, où justement vous devez montrer votre meilleure image et sourire, et donc par rapport au supérieur hiérarchique. Et c'est une séquence où vous passez vraiment j'allais dire, du sourire aux larmes qui commencent à monter et qu'on sent dans vos yeux. C'est une séquence que je trouve vraiment très forte. Comment vous avez réussi à... Est-ce qu'il y a eu plusieurs prises pour cette séquence, par exemple, ou non, il y en a eu une ou deux. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui est bonne à faire plein de prises pareilles. Il y en a eu une ou deux, mais moi, ce que j'aime dans cette séquence, c'est qu'effectivement, on lui demande d'être rassurante, d'être en posture, d'avoir une certaine manière de parler, de se comporter. Et ça reflète une fois de plus un truc d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je trouve que parfois, encore plus dans le monde du travail, on manque un peu d'empathie, on demande aux gens s'ils vont bien, et à partir du moment où ils nous ont dit oui, on ne cherche jamais à creuser ou à rentrer en profondeur. Enfin, il y a quelque chose où on se regarde un peu sans se regarder. Et là, je pense que le fait de se retrouver face à des gens et face à elle-même, et de devoir tenir un sourire, chose qui est quand même presque complètement absurde, ça lui fait revenir une forme de vérité, puisque ça reste un personnage qui est en deuil. Oui, c'est toute la seconde partie du film qui est très intéressante, parce qu'autant on est un peu dans les airs, si j'ose dire, où la première partie est assez planante et un peu mélancolique aussi, mais la deuxième partie est un retour, j'allais dire, plus dans l'ancrage social et familial. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce qui se joue dans cette partie-là, là ? On a tourné le film en deux parties, justement, dans les nuages et dans le retour à la famille. Le retour à la famille a été presque plus compliqué parce qu'on sortait d'un tournage qui avait été dans l'urgence, sans autorisation, toujours, dans quelque chose de très mouvementé. Et là, d'un coup, c'était le personnage qui retrouvait sa famille, qui avait un peu explosé à travers un deuil, même si on aime la même personne. Je pense que dans une famille, on peut le vivre complètement différemment, avec de la pudeur et surtout une forme de solitude. Et du coup, il fallait vraiment chercher. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est resté dans le décor et qu'on s'est dit, peut-être qu'on devrait y dormir 3-4 jours. Et dès que quelqu'un a une idée ou qu'on a envie d'improviser quelque chose, de raconter des banalités du quotidien, on le fait. Et donc, on a essayé de créer un quotidien entre ces trois personnages. Moi, celle qui joue ma sœur, Mara Taquin, et Alex, qui est le producteur du film, que Emmanuel et Julie ont casté en se disant, tiens, il a la tendresse et la justesse de notre personnage. Et du coup, ça a été vraiment fait dans une forme, une fois de plus, très expérimentale et de recherche complète et où on s'est dit, voilà, faut trouver comment tu réinventes un quotidien quand quelqu'un revient dans une maison et qui manque une personne essentielle. No, come on. Would you like some coffee? Again? Would you like some coffee? Okay, use me alcohol.
Yes or not? I don't know. You don't know. You don't know if you drink or if you smell alcohol. You make a party yesterday? No, No. no, I didn't feel so good, so I had one glass. Ah, okay. Only one? Yes. Timing, 12 hours before your flight or after? Don't know? Timing? You have to respect the time. Or anyway, don't take over the time. You don't have to drink before your flight. It's better. Because honestly, you cannot fly today. No, I swear I can fly. You can fly, but if you have alcohol, if you have control, anyway, for me, you have to call someone. No, I will eat some candies or chewing gum and I can do the sale, I can do the services, I can do everything. Est-ce que ça vous a donné beaucoup demandé beaucoup de préparation? Non, la formation d'hôtesse de l'air et après c'était vraiment un tournage très expérimental avec beaucoup d'impro où les gens autour de moi jouent leur propre rôle, avec beaucoup de conditions réelles, donc pas tant que ça m'a plus demandé une disponibilité, bon comme d'hab du plateau, que de la prépa. Mais qu'est-ce que vous dites quand vous dites préparation, formation de test de l'air, ça consistait en quoi? Alors vraiment tout ce qu'on va... En allant prendre des vols et suivre des hôtesses de l'air, apprendre la technique, apprendre les premiers gestes de sauvetage, apprendre à vendre, apprendre à compter, apprendre la technique dans un avion, apprendre à se maquiller, à se coiffer. Enfin, on a tout fait nous-mêmes. Je me suis toujours maquillée moi-même sur ce film. On peut dire que c'est un film un peu mélancolique, mais aussi il y a des choses aussi qui sont assez festives, Ouais. joyeuses. On est vraiment on balance entre le... Bah, c'est pour ça que je trouve ce film très juste, c'est que c'est pas, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de théorie. C'est vraiment un moment de vie d'une jeune femme dans quelque chose de très contemporain et qui est en même temps dans le déni et qui se rapproche de la vérité et qui se rend très vite compte que finalement, pas très vite d'ailleurs, mais qui se rend compte que ce qui compte, c'est pas forcément l'endroit, c'est avec qui t'es en fait. En fait, le plan, il est simple. Là, je viens de finir 1 an chez Wing. Je passe chef de cabine. Après, je passe le recrutement pour Emirates. Je rentre chez Emirates. Emirates, c'est dur. Hein. Je rentre chez Emirates. Je passe 3-4 ans à Dubaï. Oui, mais tout. Ouais, bah, d'accord. Mais oui, c'est le plan parfait, mais... Toi, c'est parce que tu parles combien de langues déjà? 4. Ouais, voilà, c'est pour ça. Moi, par exemple, c'est impossible, ils me prendront jamais. C'est pas si facile que ça. Hein. Et toi, du coup, tu lâches déjà l'affaire, en fait. Bah non, mais... Du coup, tu t'inscris même pas, Voilà. Mais non, mais enfin, c'est pas ça, c'est que... Bah, t'as envie ou t'as pas envie? Bien sûr que j'ai envie, mais bah, tu crois que c'est pas mon rêve de me balader avec un tigre à Dubaï, Bah, alors, si tu veux d'avoir te un balader- dauphin dans mon jacuzzi. Bah, si tu vas avoir un dauphin et un tigre, pourquoi... Mais vas-y. Mais parce qu'il faut être plus tout, faut être plus belle. Le sourire, c'est plus dur, elles sont plus chic, elles sont plus classe. Tout est plus compliqué, c'est pas Wing. Hein. Alors je vais faire un petit retour en arrière par rapport à votre carrière, parce que je voulais parler un peu de l'après-Keshish, parce que bon, vous êtes, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, vous avez marqué vraiment, on peut dire, même l'histoire du cinéma français avec ce film de Keshish, qui est La vie d'Adèle, qui a été un vrai film phénomène. Et je voulais savoir comment vous avez négocié l'après-Keshish, parce que ça n'a pas dû... Est-ce que c'était... Ça s'est fait comment, simplement ou parce qu'en même temps, vous avez réussi à tourner assez vite, c'est vrai. Mais... Je pense que j'ai réussi l'après-Keshish en sachant dire non, en soyant honnête avec moi-même, de me dire voilà, c'est pas parce que d'un coup il y a un film qui nous a encensés, qui nous a révélés, etc., que je suis capable de tout jouer. Donc j'ai été assez honnête avec moi-même, je pense, pour me dire ok, ça, non, même si c'est une superbe occasion et que j'ai de la chance, je suis peut-être pas prête à le jouer ou à le maîtriser. Et j'ai eu le sentiment d'être jetée dans quelque chose et en même temps de ne pas encore avoir eu le temps de tout apprendre. Donc du coup, j'ai appris sur les tournages, entre les tournages. J'ai pris mon temps, je suis retournée travailler dans le travail que je faisais juste avant La vie d'Adèle pour retrouver une forme de réalité et de stabilité et de me dire voilà, j'ai de la chance, on me propose des projets. Je sais à quel point ça peut être tentant d'aller sur quelque chose et à quel point on se dit qu'on a de la chance. Mais justement, je veux laisser aussi la place aux autres et être honnête avec moi-même sur ce que je suis capable de faire aujourd'hui ou pas en fait. Donc je pense que ce qui m'a servi, c'est d'être bien entourée et d'être reconnaissante, quoi. Après coup, rétrospectivement, comment vous voyez le film? Vous l'avez revu ou pas? Non, moi c'est plus l'expérience qui me reste que le film. C'est 6 mois avec plein d'humains, c'est 6 mois dans une histoire d'amour, c'est 6 mois dans une découverte du cinéma. Enfin, donc c'est plus un grand souvenir d'expérience humaine et de cinéma que le film en soi. Après, je le vois à travers les gens, leurs paroles et leurs réactions, ce que ça a pu générer chez eux. Et j'en suis fière, mais
Mais moi, c'est plus un souvenir ouais, perso. Et là, ça remontait à quand? Est-ce que vous aviez une vocation comme ça de devenir actrice? Non, ça arrivait un peu par hasard. En fait, je faisais une activité. Mes parents m'ont laissé la chance de choisir une activité. Ils pouvaient se le permettre, de me dire voilà, tu peux choisir un truc. J'ai fait de l'impro dans mon quartier, dans le 18e. Et c'est parti par hasard. En fait, il y a une directrice de casting qui est venue un jour dans ce groupe d'impro et de théâtre et qui m'a dit est-ce que tu veux passer un casting? J'ai dit ouais, je savais même pas ce que c'était. Elle m'a dit bah apprends un texte et viens le passer. Je l'ai passé, je l'ai pas eu. J'avais pas du tout de chagrin vu que je savais pas du tout comment tourner un film, etc. Et de là, on m'a rappelé en me disant ah, on a vu ta vidéo dans une agence, est-ce que tu veux passer un casting pour un truc? J'ai dit ouais. Je l'ai eu, j'ai fait un court-métrage et je me rappelle, j'ai un souvenir précis où j'appelle mon père et que je lui dis oh, mais il y a des gens qui sont payés pour faire ça, c'est leur métier. Mais ils ont trop de chance en fait. Et donc ce plaisir pur du jeu et d'émerveillement, je l'ai encore aujourd'hui en fait. Vous ne pensiez pas devenir actrice, mais est-ce qu'il y a des films ou des acteurs qui m'ont inspiré ou que j'adorais? Ouais, même si je voulais pas devenir actrice, j'étais une grande consommatrice de films. Hein. J'estime beaucoup le travail de Jim Carrey, de Daniel Day-Lewis, il y en a plein de... Plutôt des Américains ou des Anglo-Saxons alors? Non, pas nécessairement. Peut-être plus, ouais. Alors il y a un film qui est vraiment pareil, où vous êtes formidable, et pourtant ce n'est qu'un second rôle, mais c'est un second rôle qui a vraiment marqué, c'est dans Mandibule de Quentin Dupieux. Alors je vais vous reposer une question qu'on vous a reposée 10 000 fois sans doute, mais vous êtes tellement irrésistible dedans. Je voulais savoir quelle était la marge de liberté que vous aviez eue par rapport à c'est très écrit, hein, Quentin. Ah, c'était très écrit. On dirait une partition, j'ai passé un casting, il y avait écrit psychotique à côté du personnage d'Agnès. Au casting, je lui ai dit voilà, qu'on soit d'accord, pour toi c'est quoi être psychotique? Il m'a dit elle a un problème d'élocution, mais elle est très pure, mais je veux que tout soit faux, que tout soit maladroit, que tout soit inconscient, que tout soit spontané. Et pour le coup, c'est un des films où j'ai peut-être le moins travaillé, dans le sens où je me suis dit voilà, faut pas cérébraliser, théoriser, ou lui chercher forcément une analyse psychiatrique. Je pense que c'est quelqu'un de très sincère, un peu comme les enfants, mais qui ne sait pas forcément comment l'exprimer. Et du coup, j'ai essayé de retrouver cette insouciance-là que j'avais quand j'étais petite. Mais c'est très écrit, Quentin. C'est très précis, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut. Alors c'était d'autant plus gonflé que bon, c'est quand même pas évident de faire rire sur justement quelqu'un de... Bah, je pense qu'il faut accepter de ne pas faire rire. C'est-à-dire que Mandibule, forcément, on a beaucoup ri sur le tournage, mais des fois, au bout de la 6e prise, normal, les techniciens, ils rigolent moins, ou même les acteurs. Il faut accepter, mais je pense que moi, les comédies qui me font rire, celles qui sont très premier degré, où les gens croient foncièrement en ce qu'ils vivent et font, et c'est là que ça devient drôle et absurde. Et du coup, je pense que Agnès, la clé d'Agnès, c'était qu'elle croit complètement en ce qu'elle dit, et la preuve, c'est la plus lucide, la plus honnête et presque la plus profondément intelligente des autres personnages. Et puis ce qui m'a séduit dans ce scénario, c'est que même si elle est différente, elle a un groupe d'amis, elle est acceptée. On décide de rire d'elle ou pas, on décide d'être touché par elle ou pas. Mais en tout cas, elle a son groupe d'amis avec qui elle part en vacances et qui explique aux gens, ouais, t'inquiète, elle part fort, mais c'est parce qu'elle a eu un accident, elle est comme ça. Vas-y, ça m'intéresse. Dis-moi alors, du coup, quand est-ce que je peux commencer à manger? Bah ok. Tout le monde connaît la règle, mais on va la répéter pour les petits nouveaux qui savent rien. Dans tous les dîners civilisés, même en voyage au bord de la mer, on commence à manger quand la maîtresse de maison a terminé sa première bouchée. Ok, d'accord. Par contre, t'es pas obligé de nous gueuler dessus, hein, on n'est pas des clébards. Non, mais elle gueule pas, en fait. Bah si. Non, c'est normal. Ah bon? Non, t'inquiète pas, je laisse tomber. J'ai un problème vocal. Alors, je voudrais savoir comment ça se passe, quels sont les critères pour vous dans le choix des films que vous faites? Est-ce que c'est... J'ai pas de critères, c'est assez instinctif. Tu lis un film et c'est un peu comme une histoire d'amour, quoi. Soit tu y crois et tu y vas, même si tu sais que c'est maladroit et dangereux, soit tu y vas pas. Mais j'ai pas de critères, j'ai pas de stratégie. Les peu de fois où j'ai essayé d'en avoir, j'ai pas été très heureuse, donc j'ai arrêté très vite. Mais quand vous dites ça, est-ce que le seul scénario peut suffire, ou vous avez besoin de rencontrer le metteur en scène? Ça dépend. Rien à foutre, j'ai rencontré le metteur en scène et il n'y avait pas de scénario. Abdel, il n'y avait pas de scénario. Franchement, ça dépend. Est-ce que vous avez des projets là à venir, des choses que vous allez tourner, ou vous êtes en train de tourner? Je suis en train de faire le film de Jeannery, que j'adore, sur lequel je suis super heureuse. Pourtant, c'est un sujet assez dur, mais c'est sur la reconstruction à travers la parole, sur la justice reconstructive exactement. Et demain, je commence le film de Thomas Lilti, qui est un film choral sur l'éducation. Je joue des profs. Et après, j'ai un petit rôle dans le Thomas Caillé, qui est un immense scénario. Donc j'ai de la chance là. Merci beaucoup, Adèle. Merci à vous, c'est gentil, merci de m'avoir écouté.